Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M pour une heure d'émission et de débat. Nous allons évidemment, comme chaque semaine, parler de l'actualité de cette semaine. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Amal Ingrachen. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Ahmed Ayashi. Bonsoir. Et nous allons être rejoints dans quelques minutes par Hassan Ouali. On commence par la question hebdomadaire et habituelle. On voudrait savoir, les auditeurs voudraient savoir ce qui vous a marqué chacun d'entre vous cette semaine. On commence par vous, Ahmed Ayashi. Bon, on a الصورة اللي سوتني في هذه السمانة دونك حاجة بعيدة على السياسة سي في الاتليتيزم وين شت سوتو دي جان مارجيناليزي في ولاية أضرار وشاركوا بقوة في السيمي ماراثون d'Adrar. Donc ça كما ماركي نقول voilà des futurs champions تا واحد ما انتبه لهم. Et ils ont bien couru. Très bien couru. Bon, le troisième, il a fait 58 minutes. Et un jeune, c'est رقم كبير يعني pour 16 km, semi-marathon 16 km. 16 km. Et Hassan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Attends, je vais splitter tout de suite, je change, je passe au sport, pour rester au sport, Oui. dans le sport. C'est l'embarras que le jury de l'Hadef a eu pour désigner le ballon d'or du football algérien en 2017. Ils ont pris... Et pourquoi l'embarras? Roulam. Fawzi Roulam. Fawzi Roulam. Fawzi Roulam est un très grand arrière latéral, hein, le meilleur que l'Algérie ait eu, le meilleur du championnat d'Italie, mais c'est vraiment très loin d'être sa meilleure saison, de mon point de vue. Il a tout raté avec l'équipe nationale, il était responsable en partie de l'élimination de l'Algérie à la CAN 2000. C'est pas pour lui faire griller, enfin, c'est un charmant garçon, 2017. Et puis, c'est parce qu'il n'y a personne. Tout le monde était moyen cette saison. Et donc, c'est un ballon d'or par défaut. Et ça ressemble un peu au climat de l'Algérie en ce moment. Et c'est la première fois qu'il n'y a pas un vrai joueur algérien qui se montre et qui fasse un choix évident pour être ballon d'or, Absolument. comme c'était pour les années précédentes, parce que même Riyad Mahrez était candidat pour sa propre succession. Quelle est l'image de la semaine qui vous a marqué, Amani Grachen? C'est un peu personnel, une rencontre avec Jamal Allam, un artiste extraordinaire. Il est malheureusement malade, je lui souhaite un prompt rétablissement. Il m'a fait écouter quelques chansons de son nouvel album, Poète de légende. Il reprend des textes de différents poètes algériens, il les met en musique avec des bruitages. C'est vraiment émouvant. J'ai adoré, j'ai aimé cette rencontre, elle m'a vraiment marqué. Merci pour vos images de la semaine. Comme dans le Ballon d'Or, il n'y a pas un vrai joueur qui arrive à se dégager. On pourrait dire la même chose pour le poste de Premier ministre en Algérie. D'ailleurs, c'était le cas lorsque Abdelmajid Tebboune a été écarté. Hein. Ils ont eu du mal à trouver un successeur. Ils se sont rabattus sur celui qui l'a déjà été 3 fois, Ahmedou Yahya. Et ça ne va pas très bien, il semble, entre le président et le Premier ministre, puisque le président de la République a décidé de suspendre le processus de privatisation et de partenariat public-privé engagé par le Premier ministre. Comment vous avez réagi à cette décision présidentielle? Et est-ce que vous pensez que c'est un désaveu pour le Premier ministre? On commence avec vous, Yassine, c'est Hamida qui le... Oui, ça ressemble à un désaveu, c'est clair. Ensuite, il faudra essayer de savoir pourquoi il y a eu cette réaction de la présidence de la République. On avait un signe avant-coureur, c'est la position du FLN et cette rencontre avec le FCE et l'UGTA qui a essayé d'organiser le premier secrétaire Ould Abbas. Bon, il y a un débat. Est-ce que le président de la République n'a pas aimé
le procédé ou est-ce qu'il est contre les privatisations? C'est une discussion. Ma lecture à moi, c'est que le président de la République a des lignes rouges et il sévit à chaque fois qu'il considère que ces lignes rouges ont été dépassées. Les privatisations, pour lui, c'est une des lignes rouges et on a essayé de les lui revendre sous la forme d'un PPP, privatisation, enfin partenariat public-privé, qui de toute façon n'aurait pas marché. Hein. On a d'éminents économistes qui l'ont bien expliqué. Et donc, il a sévi pour bloquer ce processus-là. Voilà, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut gouverner sous le président Bouteflika? Armand Grachen. Moi, je pense que fondamentalement, le problème n'est pas le différent entre Bouteflika et Yahya n'est pas tellement idéologique. Ce n'est pas l'idée de privatiser ou non qui pose problème. Par contre, sur le plan politique, Bouteflika ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui lui volerait la vedette dans la conjoncture actuelle. On le sait très bien, on n'a pas de président, la scène politique est quasiment vide du côté officiel. Il n'y a pas quelqu'un qui assume la parole officielle. Donc, tout Premier ministre, quel qu'il soit, est potentiellement... peut potentiellement incarner l'État, l'autorité de l'État. Et ça, le président Bouteflika n'en voudrait pas parce que toute personne capable de jouer ce rôle peut se mettre dans la peau d'un candidat aux élections de 2019 et être en force. Et cela, le Bouteflika et son cercle restreint n'en voudraient pas, parce que ça risque de faire de sorte que l'issue de cette élection leur échappe. Ça a été le cas pour Tebboune, on l'a débarqué très vite. C'est le cas actuellement pour Yahya. Est-ce qu'on va le mettre à l'écart ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'affaiblir, c'est une option qui est déjà retenue par les décideurs. Ce qui a été fait, le recadrage de Yahya par le président, n'est rien de plus qu'un désaveu. Hein. C'est un désaveu. Et Yahya, je pense qu'il a très bien reçu le message. D'ailleurs, il n'a pas participé aujourd'hui à la rencontre. On en parlera bien sûr, voilà. sur les énergies. أنا نشوف هي المشكلة في الشخص يحيى أو في الشخصية السياسية نتاع يحيى هي قديمة. يعني هو ديما كان الربيب او يعني الوزير الاول غير مرغوب فيه. اول ما ننساش باللي اول مره كي جاء بوتفليقه للحكم اول من انتقد يحيى اللي كانت عنده ديجا وجود وكذا وتم اضعافه في تلك الفتره. ثم جت المرحله الثانيه دونك وين عاودوا راحوا له باش يلعب دور وهو بعد يعني ابعاد مثلا بالخادم يعني كان هو بن فليس بن فليس وبالتالي كان يلعب هذا الدور يعني في ابعاد بن فليس وقريب هذاك الوقت جاه المدح ايضا من الرئاسه ومن بوتفليقه الى اخره. ثم ما ننساش حاجه ان يحيى في فتره معينه قبل الاقاله نتاعو مثلا ويجي سلال يعني في هذا يحيى كان اولا هاجم هو يعني هاجم في الفترة هذيك يعني نوع من المافيا المالية ما ننساوش في تلك الفترة. وهذا دار غضب أولا داخل الوسط الرئاسي لكن أيضا دار الغضب داخل الوسط العسكري الأمني أو المخابراتي في تلك الفترة. وتم نوع من اللاشمون نتاع يحيى يعني في تلك الفترة وما كانش منتظر وتم إضعافه حتى هو على رأس الأرندي وانخلقت له يعني معارضة من داخل الأرندي. ثم تم استرجاع يحيى خلال العهدة الرابعة وين كانوا بحاجة إلى يلعب تاني هو هذا الدور. ثم في المحطة الأخيرة يعني في هذا وشنا يعني في تاع القضية مثل الذهاب نتاع تبون جاي مثلا في يلعب دور مهم وما غاديش يلعب الدور الاساسي. لماذا؟ لان الان يحيى في الفتره الاخيره ميتاتيكمو الى اخره بدا يبان وكانه سيصبح رئيس قطب معين داخل النظام وبالتالي يكون ممكن من الناس اللي قاعدين يلعبوا دور في الرئاسيات في ان سيناريو معين. فانا نظن هذا اللي صار اليوم هو قطع الطريق امام التطور هذا خاصه بقينا قراب التاريخ نتاع الرئاسيات. Est-ce que c'est pour ça qu'il revient à chaque fois Ihsan Qadi parce qu'il pense qu'il fait partie d'un des scénarios d'une élection présidentielle? Déjà,
ça ne peut être que la dernière chance pour lui. Pour 2019, on n'imagine pas Yahya candidat pour 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi est-ce qu'on le fait partir pour à chaque fois faire appel à lui? Alors, les fois précédentes, on sait pourquoi. Les fois précédentes, Ahmed Yahya, c'est quasiment dans les milieux de presse connus. Ahmed Yahya était un correspondant honorable du DRS. Il a émargé, il s'en est pas caché. Il considère qu'il sert son patriotisme en servant les services de sécurité. Il a grandi dans le giron de la carrière diplomatique avec le DRS. Il avait un parrain, c'est le général Toufir, à un moment donné. Ensuite, comme c'est quelqu'un de très opportuniste, le moment venu, il a pris ses distances avec le DRS parce que le vrai décideur, c'était devenu Abdelaziz Bouteflika et le clan présidentiel. D'ailleurs, il y a une branche de l'armée qui lui en veut beaucoup. C'est le général Ammari, feu général Mohamed Ammari et le général Nzar qui lui en veulent d'avoir trahi déjà en 2004 sa vraie tutelle. Mais bon, lui considérait à l'époque sa vraie tutelle, c'était plutôt le DRS et pas l'état-major. Mais c'est un choix difficile de sa part. Est-ce que c'est un choix courageux d'avoir trahi l'armée pour rejoindre le clan présidentiel alors que Bouteflika n'était pas très puissant à l'époque? C'est un choix politiquement intelligent. Il a été politiquement intelligent en comprenant qu'après un mandat, Bouteflika n'allait pas tomber. Un choix gagnant. Bouteflika n'allait pas tomber au bout du premier mandat. Il avait plutôt un bon bilan. Et donc c'était politiquement clairvoyant de choisir plutôt de continuer de jouer la continuité de Bouteflika. Depuis, c'est quelque chose c'est un objet céleste qui vague dans l'air, mais qui est porté par la trame initiale. Il représente l'État profond, une certaine vision de l'État profond algérien. L'administration, les services, l'armée. Il a ajouté une dimension, c'est les milieux des affaires. C'est en cela qu'il devient peut-être aujourd'hui plus dangereux, entre guillemets, pour le clan présidentiel. Mais il est revenu à chaque fois par rapport à un agenda précis, quand il y avait des difficultés, quand le cercle présidentiel avait besoin de convaincre, disons, on va dire, une base plus large que la base la plus limitée que Bouteflika pouvait réunir autour de lui, donc essayer d'avoir l'assentiment des militaires. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est porté par sa propre trajectoire uniquement, et ça en fait, à mon avis, quelqu'un de très fragile. La preuve, c'est qu'il subit des humiliations à longueur de semaines, et il est toujours là, et il ne peut pas réagir. C'est le caution de Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Yahya, c'est tout. عندي فقط تعليق على إحسان. هو كان حاجة اللي لك نقولها، هو كان زوج يعني لعبوا سموها الخيانات المتبادلة. يعني لا ترايزون نقول الخيانات. اولا كان هو محسوب على لو دي ار اس، لكن قبل هذا يعني وفي اطار الجيش هو كان تقريبا رجل مجموعة زروال، وبالتالي عمل خيانة زروال حتى في المسار اللي كان ماشي فيه. ويحيى كان الاستئصالي ثم ينتقل جذريا مع المصالحة الوطنية. هذه الحاجة الأولى. في 2012 بدأت العملية تم. في 2012 ماذا حدث؟ أولا نرجع قبل 2012 يوم أول مرة مرض الرئيس في 2005 صارت اجتماعات، يعني اجتماعات على مستوى القمه، يعني بالتالي من خلال المخابرات والجيش تمام. ويحيى لعب دور اساسي يعني في تلك الفتره، يعني قبل الرجوع نتاع بوتفليقه من فرنسا الى هنا، وصرا اجتماع في قصر الصنوبر هذاك الوقت على الولات الى اخره. الرئيس اول مدح اكثر ويحيى واعطاه صوره كبيره يعني في هذيك، لكن هي في الحقيقه كانت تنبئ على ان يحيى غادي يسقط، وهذا اللي صرا. هذا الشيء الاول. لكن في 2012 في الوقت اللي بدا يقترب يعني في 2012 صارت حاجه ان رجل بوتفليقه وهو بالخادم في 2012 وفي الانتخابات التشريعيه في ذيك الفتره، بالخادم لعب دور مضاد ولعب خيانة داخلية، أنها اقترب أكثر إلى العسكر وإلى جماعة توفيق من الرئاسة، وبالتالي الرئاسة كانت هناك نوع من الخيانة. فكان الرد على الخيانة اللي قام بها مثلا بالخادم لصالح المخابرات، فتم أيضا الآن استرجاع ويحيى لصالح النواة الرئاسية أو السيرك بريزيدونسيال. إذن فهذه الخيانات المتبادلة، وبالتالي أصبح ويحيى يعني يشكل حتى الناس اللي استعملتها في فترة معينة وضمن استراتيجية
جهه معينه ضمن اجنده معينه، قال هذا لا يمكن الثقه فيه انه يلعب دور. هو واعي بهذا في الفتره الاخيره، هو لعب هذا، وهذا المره في عودته بعد تبون فهو بغى يغير موازين القوى، وبالتالي بالاعتماد كما قال احسان على رجال الاعمال باش يخلق قطب مستقل بالنسبه للرئاسه. Et maintenant, Ahmed Yahya, en 2018, à un an de l'élection présidentielle, est-ce qu'on est toujours dans cette optique? Est-ce qu'il va se lancer ou est-ce que c'est mal parti aujourd'hui? Est-ce que tout porte à croire que le président est candidat et qu'il veut réaffirmer sa puissance? Nous sommes à moins de 18 mois d'élection présidentielle. Moi, je pense que Yahya n'a jamais été infidèle de Bouteflika. Dans l'apparence, oui, mais en vérité, non. Parce que dans les confidences qu'il fait à ses proches collaborateurs, il le dit. Dans les milieux qui lui sont fidèles et proches, Yahya exprime carrément son désaccord avec Bouteflika depuis déjà un moment. Par contre, il s'agit d'un jeu d'équilibre entre les différents clans du pouvoir, notamment l'ancien clan DRS et la présidence. Yahya, à mon avis, c'est la dernière cartouche du clan du DRS. Qui veut à chaque fois rebondir, ce n'est pas toujours possible, c'est la dernière chance. Et le clan présidentiel a compris que si cette fois-ci encore il ne contrôle pas l'issue de l'élection, il va perdre. Et il sait aussi que s'il réussit ce cap, il aura atteint le non-retour, quoi. Comme quoi le cercle présidentiel va définitivement avoir une mainmise sur les centres du pouvoir à partir de 2019. Le DRS veut rebondir à travers Yahya et Yahya joue le jeu. Est-ce qu'il va réussir? On ne sait rien. L'équation est en cours. Alors, vous avez parlé d'humiliation, Ihsan Qadi, concernant les récentes décisions présidentielles, notamment l'interruption du processus de privatisation et de partenariat public-privé, en parlant des lignes rouges du président de la République qu'il aurait tracées depuis longtemps. On ne touche pas aux subventions, on ne privatise pas. Est-ce qu'il le pense vraiment, le président? Est-ce qu'il a vraiment ses convictions précises? Et est-ce que ces lignes rouges ne sont pas adaptés à l'environnement économique actuel qui est en crise? En fait, on a deux Abdelaziz Bouteflika. On a Abdelaziz Bouteflika qui arrive en 99-2000 et qui pense qu'il faut faire une économie de marché et faire émerger une classe capitaliste nouvelle et qui donc ramène Tammar comme ministre de la privatisation. Tammar disait à l'époque qu'il y a 1200 entreprises que je vais privatiser, publiques. Évidemment, c'était exagéré. C'était pas très réaliste. Et puis le prix du pétrole est monté. Bouteflika pensait pouvoir gouverner comme ça. Le prix du pétrole est monté. Bouteflika 2 a émergé avec cette manne, avec cette possibilité de diriger de manière autoritaire le pouvoir en distribuant de la rente et en élargissant sa base sociale. Le contre-choc de 2014 aurait pu nous ramener un Bouteflika 3 qui ressemble plus au Bouteflika 1. C'est-à-dire un Bouteflika 3 qui va dire bon, on ne peut plus compter sur l'argent public, on ne peut plus soutenir des entreprises déficitaires. On ne peut plus soutenir toutes les subventions. Il y en a quelques-unes qui ont été réduites, notamment dans le cas du carburant. Et donc, on va revenir à une politique plus rationnelle de l'allocation des ressources. S'il le fait, il le fait sous le coup de la contrainte. Il fait juste ce qu'il faut, mais il ne veut pas changer de modèle. Il ne veut pas changer de modèle parce qu'il est persuadé que pour rester longtemps au pouvoir, il doit rester populaire. Et pour rester populaire, pour être l'homme du peuple, il doit continuer à redistribuer de la façon dont il le fait la rente. Le problème, c'est que cette façon de redistribuer conduit l'Algérie à la faillite, parce que c'est pas soutenable. Il faut changer de politique, il ne faut pas ruiner les populations, mais il faut changer de politique pour pouvoir maintenir un système social dans la durée. Bouteflika n'en a que cure. Donc, il veut maintenir l'essentiel de son dispositif. Et quand il veut maintenir l'essentiel de son dispositif, il ne veut pas privatiser. Alors, il y a une autre raison pour laquelle il ne voudrait pas privatiser, c'est que dans le contexte d'aujourd'hui, il n'est pas sûr que ça profite totalement à sa base, à son cercle, parce que son cercle, finalement, n'est pas aussi large que cela, son cercle d'affaires. Il n'est pas sûr de la fidélité de son cercle d'affaires. Et peut-être qu'aujourd'hui, après cet incident, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que la bourgeoisie algérienne, quand elle est contrainte de cette façon-là par un pouvoir présidentiel qui ne va pas dans le sens de ses intérêts, est-ce qu'elle ne va pas changer en 2018 de démarche pour soutenir un autre candidat qui va être plus pro-business,
plus favorable au libéralisme et elle finira par se débarrasser de Bouteflika. Tant que Bouteflika servait une partie des intérêts de cette bourgeoisie, à mon avis, il restait le candidat naturel. Aujourd'hui, peut-être que c'est le grand tournant. On peut se poser cette question. Est-ce que c'est Ahmed Ouyahia, c'est un mauvais lapsus, qui va en profiter? Est-ce que c'est Ahmed Ouyahia qui va en profiter? À mon avis, là, on ne lui fera pas confiance. Même les hommes d'affaires ne lui feront pas confiance. Il a trop trahi. أنا نشوف هنا كان صراع بين الاثنين إذا نسموه في المصطلح. عندنا الآن إن أوليغارشي يعني الغارشي اللي كان يمثلها يعني ديسبري دو ارندي ليبريا يعني نحو رأسمالية راديكالية تعتمد على الخارج يعني في هذا. وعندنا مع بوتفليقه نوع من رأسمالية الدولة، بقى الدولة وين ديما حاضرة إلى آخره. دونك الحفاظ خطابيا أو شعبويا على الخطاب يعني نتاع الاجتماعي ويعني لي زاكي كالكو زاكي اللي يبقاو. دونك احنا رانا أمام هذا الشيء. لكن الآن هل هذا ممكن مع الأزمة مثلا اللي راها جاية؟ اثنين يعني كيف غادي يكون الاتجاه؟ الآن نظن الاتجاه في هذا عندنا واحد اللي كان اسمه تروج في فترة معينة لكن صرا هو التراجع، وهذا اللي قادر يمكن يدير هذا العمل تاع الوسط هو شاكيب خليل، يعني شاكيب خليل أو تيار شاكيب خليل يعني في هذا. وبالتالي هذا مثلا التيار يروح نحو الرأسمالية يعني في هذه تدي خطاب رأسمالية الدولة، لكن في الحقيقة هي ما هيش رأسمالية الدولة، يعني الرأسمالية أوليغارشية لكن هي أقرب للولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا. ويحيى يمثل هذا الجناح وخد آخر مع رجال الأعمال هو الأقرب إلى فرنسا. إذن فالصراع هو ما راش فقط صراع الآن دو كلون ولا راه داخلي، وإنما مرتبط بقطبين أساسيين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. C'est bien de préciser cela parce qu'on dit toujours en Algérie qu'à la veille d'une présidentielle, les visites se multiplient de responsables étrangers. On dit que la France et les États-Unis ont toujours leur mot à dire. D'ailleurs, l'ambassadeur américain a rencontré hier Ahmed Ouyahia. Est-ce qu'ils ont vraiment leur mot à dire? Est-ce qu'il y a des tergiversations? Est-ce qu'il y a déjà des tractations pour pouvoir choisir le futur président? Qu'est-ce que vous en pensez, Amani Grachen? Bon, juste pour revenir au désaccord Ouyahia Bouteflika, moi je pense qu'il n'est pas du tout fondamental. C'est politique, c'est une question de conjoncture, qui contrôle quoi. Mais l'idée de la privatisation partielle des entreprises public, ça ne va pas changer les équilibres du système, c'est carrément du n'importe quoi. Ouyahia défend des politiques semblables à celles de Bouteflika, ils sont sur la même logique de maintien du système, de recyclage de la rente. Ouyahia n'a jamais à ce jour proposé une rupture avec le système rentier. Si c'était le cas, on peut parler de différents, de désaccords doctrinal entre les deux hommes, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de lutte de leadership. Qui est-ce qui va monopoliser la parole officielle? Et c'est Bouteflika étant malade, il est en retrait, il ne veut pas que Ouyahia ou quelqu'un d'autre s'en empare. Et c'est ça le principal problème à mon avis, parce que tous les clans du pouvoir sont d'accord au moins sur un point, c'est qu'il faut maintenir le système tel quel, et pour le maintenir, il ne faut pas ouvrir. Parce que l'émergence d'un capital économique autonome, c'est la fin du système actuel. Ils n'en veulent pas. Et tout le monde est d'accord sur ça. Donc, sur ce point, y compris les États-Unis et la France pour faire le lien. Y compris les États-Unis et la France. La France est en train de bouffer les devises du pays. On leur offre des cadeaux sur des plateaux d'argent. L'usine Renault et Peugeot, ça ne profite pas aux Algériens, ça profite aux Français, davantage aux Français en tout cas. Nous, on nous a raconté la salade de création d'emplois. Combien d'emplois a créé l'usine Renault? Très peu. Combien de devises a rapporté? Zéro. Combien l'Algérie a perdu de devises dans ce cadre, ce projet? Beaucoup. Donc, dire que la France, les États-Unis et tous les clans du système sont d'accord sur la nécessité de maintenir les logiques rentières qui structurent le système. Mais il y a un impératif, c'est la faisabilité de la chose. Est-ce que l'État algérien dispose d'assez de ressources pour se maintenir tel quel? Moi, je pense que non.
et beaucoup d'experts le disent. Est-ce qu'il y a un cercle au sein de ce pouvoir qui a bien écouté les experts et qui veut aller vers une rupture ? Je l'espère, mais il n'y a aucun indicateur dans ce sens. Aucun indicateur dans ce sens. Et dire que Ouyahia est dans cette logique, c'est vraiment tiré par les cheveux. Alors, le cafouillage est arrivé aujourd'hui, puisqu'on en parlait, jusqu'à un peu déstabiliser la conférence sur l'énergie qui a eu lieu aujourd'hui, puisqu'il devait y avoir un message du président de la République lu par le ministre de l'Énergie. Ça ne s'est pas fait. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia n'a pas participé à une rencontre avec le Forum des chefs d'entreprise. Que se passe-t-il aujourd'hui ? On prend encore nos distances avec le président du FCE sur les ordres du président de la République. Il y a encore des changements de paramètres aujourd'hui ? En fait, c'est plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Le message a été lu par le ministre de l'Énergie et après coup, les organisateurs de cette conférence, FCE, Sonatrach, Sonelgaz, ont couru après les journalistes pour essayer de récupérer la copie du message, parce que visiblement la présidence de la République n'avait pas validé le contenu de ce texte, et on peut comprendre qu'après coup le président Bouteflika a dû ne pas aimer de savoir que sa parole était associée à cet événement-là, et donc on a essayé d'effacer son message. Bon, il se trouve que nos amis qui étaient présents et qui ont couvert, ils ont bien rapporté une déclaration du ministre de l'Énergie. Il a lu un texte au nom du président de la République. Effectivement, vous étiez présent, Manengache. J'étais présent. Le ministre de l'Énergie a lu un message du président. Le contenu du message n'avait pas de secret. C'était clair que c'était un message du président de la République. Est-ce que le président l'a validé ? Ça, on ne le sait pas. Mais ce que je retiens de ce discours, c'est une seule déclaration qui, à mon avis, vaut d'être est plus ou moins importante. C'est la nécessité de réformer la loi sur les hydrocarbures. C'est la seule déclaration plus ou moins intéressante qui sort de ce discours. Est-ce qu'il n'y a pas de consensus au sein du pouvoir sur cette question ? On ne le sait pas. Mais moi, ça c'est ma vision générale des choses, c'est qu'après l'arrivée de Bouteflika en 1999, il a œuvré pour l'émergence d'un nouvel acteur, à savoir les acteurs économiques, le patronat. Et on a laissé émerger le patronat qui prend de plus en plus de l'ampleur. Les Algériens commencent à prendre du goût aux affaires. C'est une très bonne chose de mon point de vue. Le pouvoir se rend compte qu'il a commis une grave erreur en faisant ça. Il a un acteur dont il ne connaît pas les ambitions, qu'il n'arrive pas à... il a un acteur qui a appelé à voter Bouteflika trois fois consécutivement. Peu importe, parce que le capital est lâche, le capital est opportuniste, il est toujours du bon côté. Donc, à un moment donné, ce capital-là peut basculer de l'autre côté de la barricade, et ça gêne énormément le pouvoir actuel. Et il faut aussi rappeler la réaction du président du FCE, Ali Haddad, et le secrétaire général de l'UGT, Aad Majid Sidi Saïd, qui ont été interpellés sur la décision présidentielle, et leur réponse était quasiment identique. Nous soutenons le président dans toutes les décisions qu'il prend, nous sommes avec lui. Merci à vous pour avoir suivi la première partie du CPP. On se retrouve dans un tout petit moment. Restez branchés sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Bienvenue à tous de nouveau sur Radio M. Nous sommes en direct pour la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique, avec nos invités Ammar Ingrashan, Ihsan Qadi et Hamida Ayashi. Merci d'être avec nous et merci à vous de votre fidélité en direct sur Radio M. L'Algérie commémore un 5e anniversaire, triste anniversaire évidemment, c'est la prise d'otage de la base de Tigenturin de la WDA d'Ilizi, c'était en janvier 2013, une prise d'otage orchestrée par le groupe terroriste AQMI. Il y a eu des dizaines de victimes parmi les travailleurs algériens et étrangers de la base. L'Algérie a beaucoup perdu, déjà en production de gaz, mais aussi en image de marque. Beaucoup de défaillances sécuritaires avaient été mise à l'index à l'époque. 5 ans après, comment se porte l'Algérie 5 ans après la dernière grande prise d'otage et la grande action terroriste d'envergure qui avait frappé le pays donc en janvier 2013? Ihsan Qadi, vous vous souvenez de Tigenturin? Oui, c'est un moment dramatique. Si je devais commencer par une note positive, je dirais que l'Algérie se porte beaucoup mieux. Il y a il y a le groupe Amaury qui organise le Tour de France cycliste et qui organise aussi, surtout, le Paris-Dakar, qui a fait une demande officielle auprès du ministère des Affaires étrangères pour que une version du Dakar, le Dakar Series, vienne se dérouler en Algérie dès cette année, 2018. Ce qui est quand même considérable comme requête, parce que ça signifie qu'on considère que l'Algérie, en tous les cas le désert, le Sahara algérien, est redevenu safe. Et donc, on peut organiser une grande course automobile. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que les autorités algériennes et la Fédération algérienne de sport mécanique saura saisir cette opportunité. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Ça change vite. Ça fait 5 ans. Maintenant, pour les incidences, évidemment, on a vu combien il y avait la capacité, la vigilance des services de sécurité algériens était survendue. On avait toujours dit pendant les années de la guerre civile que les sites pétroliers étaient protégés, que c'était une sorte de sanctuaire qui était intouchable. On a vu ce qu'il en a été. BP et Statoil en ont payé le prix le plus cher. Je pense que ce sont eux surtout qui ont payé le plus cher. Le DG de Statoil en Algérie est décédé durant cette prise d'otage. Et puis il y a une image de brutalité dans la façon dont cette affaire a été dénouée qui était terrible. Il y a malheureusement le Guardian qui avait sorti une saillie sur la façon dont cette affaire avait été débouclée entre guillemets par l'armée algérienne. Quoi de pire que d'être pris en otage par les terroristes, être libéré par l'armée algérienne? Hamida Ayashi, vous vous souvenez de Tigenturin 5 ans après? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que l'Algérie a appris la leçon? ذكرت دونك انا طاحت بالصدفه. كنت في الامارات في اليوم اللي كنا رايحين فيه، كنت عندي ناخذ محاضره على الارهاب ديجا في هذه، وكان شوك في الوقت في القنوات العربيه الجزيره الى اخره، وكانت الحدث الاساسي فيه. فاولا الحاجه الاولى هي طيحه اسطوره هي الاسطوره نتاع جهاز المخابرات اللي كان يكون كقوه مستقله عن مؤسسه الجيش يعني. فهذه اول حاجه اللي صارت في تيغونتورين، طيحت هذا الاسطوره وعبرت باللي ان ممكن ان الامور تتوشى. اثنين، ان هذه السيطره على الجماعات الاسلاميه المسلحه، لو جروب اللي قام بها او الاقل اللي تبنى هو لاكمي، لكن داخل لاكمي كان لو جروب بالمختار يعني في هذا الممضون بالدم، يعني الموقعون بالدم يعني في هذا الموقع الدم ديجا كان تلك الوقت فيه اتصالات مع مثلا المخابرات، وكانوا في اتصالات معهم وحتى باش ينزل يعني او يحط السلاح وكذا. هذا ايضا عبر على الطريقه باللي كان هناك فشل في الطريقه تاع الاداء، وبالتالي استطاع ان يسجل الهدف بالمختار اساسي، وانبعث يعني بعد المختار الناس تقريبا نسيتها، انبعث من جديد. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي قد تكون ثاني ايجابيه هي انعكاسات خلت ربما هنايا الجيش اكثر يقظه، واعاد النظر في الوسائل نتاع مكافحه الارهاب، وبالتالي لقينا باللي العمليات او التوسع الحركات الجماعات الارهابيه داخل الساحل وداخل مثل الجنوب قلت بالمقارنه الى ذلك، لان عرات الظهر نتاع الاجهزه الامنيه وخلتها اكثر يقظه مما كانت عليه مثلا من قبل، وهذا اعطى اطمئنان. الان نشاهدوا الان تقريبا حتى العوده الناس الى الجنوب قل الخوف اللي كان عليه قدام يعني في هذا. النقطه الاخيره اللي قاعدين نقدروا نقولوا ايجابيه، ربما الجانب هذا السلبي خلى العطاء الايجابي
إيجابية، وهو أن التهديد، الإرهاب دائما يبقى قوة تهديد، لكن التهديد يعني عملية الجذب للجماعات المسلحة في الجنوب قليلة، برغم بؤر التوتر اللي كانت مثلا في الدول العربية مثل كما ليبيا، كما مثلا كان المملكة شمال مالي في الآخر. فهذا خلى يعني العدد نتاع الجزائريين المنخرطين في العملية الجهادية أقل بالمقارنة بالنسبة للدول المغاربية، وهذا نعتبره هنا إيجابي. Armani Grachan. Je suis tout à fait d'accord avec Hamida Ayashi qui dit comme quoi l'attentat, la prise d'otage a dégonflé le mythe d'IRS. Parce que très longtemps, on nous a présenté le DRS comme étant omniscient, omnipotent, etc. Donc je suis tout à fait d'accord. Finalement, des terroristes ont pu pénétrer dans une base, etc. et prendre des otages. Ils ont dégonflé ce mythe. Mais ce drame-là a 3 points positifs à mon avis. Dans un premier temps, il a rendu les services algériens plus vigilants. Et donc, ils s'organisent mieux, ils s'outillent mieux, etc. Et ça a neutralisé depuis les menaces terroristes. Il y en a de moins en moins. Le risque terroriste est quasiment inexistant actuellement en Algérie, si ce n'est quelques groupes comme ça, quelques cellules dormantes. Et le 3e point positif, à mon avis, c'est que ce drame a été le point de départ d'un processus de restructuration du DRS et ce qui a provoqué un recentrage des centres du pouvoir autour de l'action économique, d'un pouvoir plus ou moins civil. Même si certains ne sont pas du tout d'accord, moi je me réjouis de la mise à la retraite du général Toufik. Je suis très content, j'ai salué cette décision et je suis très content que le DRS n'occupe plus le rôle qu'il occupait jusqu'à très récemment dans le fonctionnement du système algérien. On a mis fin à un mythe, ce qui a libéré d'une certaine manière les Algériens. Un célèbre avocat de la place d'Alger disait: quand vous êtes avec quelqu'un, si ce n'est pas vous qui êtes du DRS, c'est lui. C'était à un moment donné... c'était une paranoïa totale. Aujourd'hui, cette paranoïa a disparu avec la mise à la retraite du général Toufik. C'est un point extrêmement positif. Les Algériens se font de plus en plus confiance. On est obligé de monter tempérer beaucoup cet enthousiasme. Moi, je le vis quotidiennement. Je le vis quotidiennement. Il faut parler aussi des pertes engendrées par l'Algérie en janvier 2013. On se rappelle d'abord des pertes économiques avec le gaz. Le Premier ministre qui était accroché à son téléphone, Abd Malik Sellel, pour expliquer à ses homologues premiers ministres japonais, britanniques, norvégiens les pertes. Alors il y a eu une perte économique, il y a eu une perte sur le plan de la diplomatie et de l'image de l'Algérie qui n'a pas réussi à protéger un site aussi important et des travailleurs étrangers. Et il y a évidemment ce qui a été beaucoup critiqué par les médias occidentaux, c'est la manière dont cette prise d'otage s'est terminée. Oui, bien sûr. Non, si on laissait le CPP continuer comme ça, nos amis auditeurs en tiraient la conclusion que Tigran Tourin, c'était finalement pas une si mauvaise chose que ça et presque un bon événement. Je pense qu'il faut beaucoup tempérer. Il faut se rappeler quand même que c'est un moment critique au niveau international. David Cameron a essayé de parler avec Abdelaziz Bouteflika, il n'a pas pu. Bouteflika était absent, il n'a pas géré la crise. C'est un moment où on se rend compte que le pays n'est pas dirigé. C'est très grave, c'est extrêmement grave. François Hollande n'avait pas d'intérêt direct, mais lui aussi avait essayé de contacter le président algérien avec aussi peu de succès. Bon, évidemment, tu l'as cité. Avant son AVC. Avant l'AVC. L'AVC, c'est le 27 avril. C'était en mai. C'était de la même année. C'était le 27 avril, pas en mai. Et donc, voilà, donc il y a cette image qui s'est détériorée.
la perpétuation de la faiblesse de l'attractivité de l'amont pétrolier algérien durant toutes ces années. C'est vrai qu'il y a une loi qui est compliquée, qui ne permet pas d'attirer les investissements, etc. Mais il y a aussi l'élément sécuritaire qui a joué. On n'arrive plus à amener des majors sur le plus grand domaine minier, l'un des plus grands du monde, qui reste encore très sous-exploré. Et donc, il y a des incidences négatives sur le plan économique, sur le plan de l'image. Et puis, ce que Amar, tu évoques comme étant aussi une bonne nouvelle, l'affaiblissement du DRS. Évidemment, nous qui avons souffert pendant toutes ces années-là de l'omnipotence du DRS, on peut s'en réjouir. Mais ça a donné quoi? Ça a donné un président qui, même avec un AVC, n'a plus personne pour le challenger quand il veut faire un 4e mandat. Et donc, du point de vue des intérêts de l'Algérie, de la régénérescence d'une redistribution des cartes politiques, etc., c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que ça a encore renforcer le pouvoir présidentiel et le pouvoir personnel d'Abdelaziz Bouteflika. Je termine quand même en disant que le DRS continue à être la police politique qui censure, qui contrôle une partie de l'expression des Algériens. On ne s'est pas débarrassé du DRS, c'est pas complètement vrai. أنا فقط نقطة أنا ترتبط الأمني مع السياسي يعني في هذا هو أنا نظن عمره ولا كان يعني خلاف جوهري بين يكومبري كنتكلموا على العهده الرابعه بين لو دي ار اس اي والرئاسه. العكس، الدي ار اس هو اللي لعب الدور الاساسي يعني حتى في الديبار نتاع ويحيى في تلك الفتره الدي ار اس لعب هذا الدور. هذا الشيء الاول. لكن الشيء الثاني اليوم اللي يخلينا اليوم حاجه ان الدي ار اس الان ما يوليش يغطي على السياسيين. مثلا الان مادام قال اوكي تخلصنا من الدي ار اس، معناها الان فيه مسؤوليه سياسيه، فيه ريسبونسابيلتي بوليتيك في الشيء اللي راه يصرى اليوم. وبالتالي الان نقدروا نشوفوا المسؤوليات تكون اكثر وضوح، اكثر شفافيه مما كانت هذاك الوقت بالنسبه للدي ار اس. هذا النقطه الاولى الاساسيه. الشيء الثاني، هذا شيء يسمح اننا نخرج من خطاب مثلا الخطاب السياسي عن دور الجيش الى اخره، وين يعني نغدو حول يعني تحديث او حول يعني كيفاش نقولوا بروفيسيوناليزي مثلا قال لارمي، من بينها تدخل مثلا الدي ار اس كجزء من الجيش وليس كقوه خفيه اللي تتدخل في العمل السياسي. وانا نظن هنا الشيء الايجابي ويفرض على الدي ار اس على السلطه السياسيه ان تلعب هذا الدور ويكون الامور بواضحه. Juste un point. Tigran Tourin oblige l'armée algérienne effectivement à se restructurer, mais aussi à s'équiper, à moderniser ses équipements pour s'adapter à la nouvelle critique. C'est un immense gisement de corruption dont on ne peut pas parler, nous journalistes algériens, parce qu'on a du mal à investiguer là-dessus. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de campagnes contre la gourmandise délinquante de Chakib Khalil, mais en face, on s'est beaucoup goinfré avec le plan d'équipement de l'ANP. Et il arrivera un moment où, j'espère, on pourra aussi en parler. C'est aussi l'effet de Tigran Tourin, et ce n'est pas un bon effet. Amar Ghnachen, Ihsan vous accuse de voir un peu le monde en rose. On s'est un peu mal compris. Moi, à un moment donné, le mythe DRS dominait quasiment à 100% la scène politique, culturelle. C'est le DRS, c'est le rédacteur en chef de tous les journaux. C'est le chef de tous les partis. C'est le maître de tous les Algériens. Même quand quelqu'un est trompé par sa femme, c'est la faute au DRS. À un moment donné, c'était trop. Donc, se débarrasser de ce mythe, c'est quelque chose de très positif. Aujourd'hui, comme l'a dit si bien Hamida, on arrive à situer les responsabilités. Quelqu'un est trompé par sa femme, c'est un cas qui se discute. Ce n'est pas le DRS. Un parti assume mal ses responsabilités, ce n'est pas le DRS, c'est les cadres de ce parti qui sont comptables. Et il faut en finir avec ce mythe. Et moi, je trouve ça très intéressant. Maintenant, le DRS continue à exercer un certain pouvoir d'une certaine manière. On peut revenir là-dessus, trouver d'autres moyens de soulever le problème et d'y remédier, mais le mythe tel qu'il a existé pendant longtemps n'est plus, et je m'en réjouis. Et puis, bien évidemment, je ne vois pas les choses en rose. Ce qui s'est passé à Tigran Tourin, c'est un drame. J'ai appelé ça un drame humain d'abord parce qu'il y a eu des morts, mais aussi politiques, économiques, etc. On a perdu beaucoup, nos partenaires également. Voilà.
Une question qui mérite d'être posée, Ihsan et Hamida, c'est ne pas pour mettre sur le même pied d'égalité les terroristes et l'armée, mais pourquoi est-ce que l'armée n'a pas fait dans le détail dans cette opération de libération? Pourquoi il y a eu autant de morts parmi les civils, parmi les otages? Est-ce que c'était voulu ou est-ce que ce sont juste des erreurs qui ont été commises? On se rappelle d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères à l'époque qui était M. Medelsi qui avait dit qu'il y aurait peut-être des erreurs dans cette prise d'otage, dans cette libération. هو شوف هو بون ديزيرال مي نقول ايضا سوء تقدير من هذيك لا كونفيونس توتال وهذا هناك في الخطاب يعني احنا كي بقينا نتكلموا على الديارس كيتكلم على اميت معناتها تتكلم على لو ميت كيتكلم سواء كان على جهاز ولا مثلا الاشخاص اللي كانت تمثلوا وبالتالي ما كانش عندهم الحق باش يتحاسبوا كانوا هما فوق القانون يعني في هذا وهذه فوق كي تكون مؤسسه فوق القانون ما نستناو الا كوارث فتيغونتورين هي ورث الاخطاء بشكل واضح علاش واضح لانه توشى ناس اجانب لو كانت داخليه ما نشوفوهاش يعني في هالمجال وهذا اللي نرجعوا قبيلات حتى ما يبقاش قد فرصه الان نتكلم او حتى سواء كانت في الميزانيه او حتى في الدور اللي يقوم به الدراسه في هذا لاننا كنا نتكلم في هذا معناه مسيت بالوحده الوطنيه مسيت بقداسه مثلا المؤسسه وبالتالي كان ممنوع حتى في عهد التعدديه كان ممنوع ان نتحدث عن هذا في الفضاء العام والنقاش العام سواء في البرلمان او في الميديا والى اخره. اور الديارة اي مؤسسه مهما كانت فهي مؤسسه من مؤسسات الدوله الجزائريه وليست فقط النظام محتاجه الى نقشها وتطرح الامور تاعها في شفافيه سواء كان شيء متعلق بالميزانيه نتاع الجيش والدراهم مثلا وين تروح نشوفها في مؤسسات عالميه المخابرات الامريكيه او المخابرات ان حتى الشخصيات رئيس مخابرات يعني في اي دوله عظمى مثلا كما الولايات المتحده الامريكيه يجي في التلفزيون لا وي في البرلمان ويجي ويرد على الاسئله نتاع الناس الا احنا اللي ما كانش عندنا من الجنرال الى ما تحته كان هذا والنتيجه عطاتها لنا عليها نقول الفو كابيتاليزي ليكسبيريونس واليوم كي نقولوا مثلا تم التصحيح بين قوسين فهذا لا يجب ايضا توظيف الدياراس يعني ان كان خدمه ربما في انكلون ولا في مجموعه معينه ما يوليش ايضا يخدم انكلون وانما يجب اعاده النظر في الاليات والميكانيزمات اللي تخليه مؤسسه ضمن المؤسسات نتاع الدوله الجزائريه. Est-ce que l'Algérie est à l'abri d'un nouveau Tigane Touré, Ihsan Qadi, maintenant qu'il n'y a plus le général Toufir, mais que le général Gaïd Salah est toujours là, lui? À mon avis, une opération comme ça ne peut pas se reproduire deux fois parce que les mesures de sécurité ont été prises. J'espère que l'Algérie est à l'abri de ce type d'opération, mais quand même, les traces sont encore là. On a vu dans l'affaire Khalifa, bon, peut-être que Khalifa était difficile à redresser, on a liquidé Khalifa. Dans l'affaire BRC, il y avait de la corruption, le président Bouteflika a décidé de dissoudre le BRC pour que tout passe par perte et profit. Et on a eu le même comportement. Le BDG, c'était Outradoul, le président directeur général de Sonatrach en ce moment, qui est bien retombé sur ses pieds aujourd'hui. Et donc, on s'est un peu conduit avec la vie humaine de la même manière. C'est-à-dire qu'il y avait des terroristes mélangés à des otages étrangers. On aurait pu négocier pour respecter un peu plus la vie humaine. On aurait pu les empêcher de sortir de ce site. C'était possible de les empêcher de sortir de ce site. Ils n'avaient pas commencé à exécuter les détenus. Il n'y avait pas eu des exécutions d'heure en heure. Ce qu'avait fait le commandant du GIA sur le tarmac de l'aéroport de Houari Boumediene d'Airbus en décembre 1994. Les Français avaient refusé que l'armée algérienne intervienne. Ils avaient exigé que l'avion puisse être autorisé à quitter pour que le GIGN intervienne à Marseille. On n'était pas dans la même situation et malheureusement l'armée algérienne a donné raison à ceux qui avaient peur que ce soit elle qui intervienne et n'a pas fait suffisamment attention à la vie humaine. Moi je considère que cette opération elle ne peut pas être portée et honteuse pour l'armée. L'armée algérienne a suffisamment d'intelligence et d'expérience pour libérer des otages autrement. Et elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait avec ceux qui avaient été pris par le Para en 2003 à travers le Sahara. Et il y a eu une opération de libération sans que les otages... Donc c'est possible. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions pour ce Café Presse Politique. Merci Ahmed Ayachi, merci Ihsan Qadi, merci à Mani Grachen. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se dit à mercredi prochain, 18h en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.